Bonjour à tous et bienvenue dans le canapé de la rédac de Radio Notre-Dame. Le 15 avril 2019, à peu près 18h20, le monde regardait dans la sidération des flammes en train de ravager la cathédrale Notre-Dame de Paris. Heureusement, grâce à l'intervention des pompiers et de la Providence, la cathédrale a pu tenir et son histoire continuait de s'écrire. Une histoire qui, depuis 850 ans, est un éternel recommencement et que les artistes plus ou moins anonymes de la pierre et de la rime ont raconté. Et le prochain exemple, avec le spectacle La Dame de Pierre, qui sera du 3 juin au 2 juillet dans la salle du Palais des Congrès, avec plus de 80 comédiens qui se succéderont sur scène. Et pour en parler, nous sommes avec Vladimir Mohuron. Bonjour Vladimir. Bonjour Louis-Marie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre rôle dans ce spectacle ? Alors mon rôle, je suis coordinateur général du spectacle La Dame de Pierre. C'est-à-dire que je prends en charge toute la partie de la production, donc la partie d'aider les équipes à réussir leurs tâches, la partie de gérer toute cette équipe de production. Et en plus, j'ai la charge du marketing et des relations presse, donc avec toute la charge de la promotion du spectacle au grand public. Si vous deviez décrire le spectacle en 3 mots, ce serait quoi ? Alors les 3 mots, ce serait grandiose, dans l'aspect énorme du modèle qu'on ramène à Paris, c'est-à-dire le modèle 80 comédiens, qui est un modèle qui existait beaucoup sous le temps de Robert Hossein et qui se fait très peu maintenant à Paris. Je dirais beauté, parce que on relate avec beaucoup de véracité historique les grands faits des historiens, des poètes, des écrivains qui sont passés auprès de Notre-Dame de Paris. On essaye vraiment de leur rendre un hommage pour ce qu'ils ont fait pour Notre-Dame de Paris et pour ce que Notre-Dame de Paris a fait pour eux. Et je dirais après histoire, parce qu'on retrace les 1000 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris et qu'on essaye de retracer au plus près possible tout ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris pendant près de 1000 ans. Louis IX quand il est arrivé avec la couronne d'épines, Victor Hugo, Paul Claudel, Quasimodo, Esmeralda, tous ces personnages-là qui ont fait l'attachement immense de Notre-Dame de Paris. J'ai dit que l'histoire de Notre-Dame de Paris était un éternel recommencement. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors oui, parce que... vu tout ce qu'elle a vécu, elle a été détruite, reconstruite. Elle a été détruite, reconstruite, mais elle a tenu bon pendant 1000 ans. Et l'exemple, je trouve, le plus frappant là-dessus, c'est que Notre-Dame de Paris... il faut savoir que quand Victor Hugo a écrit son roman Notre-Dame, la cathédrale était complètement délabrée. Il y avait eu le sacre de Napoléon, où on avait mis de grandes tentures dans la cathédrale pour faire un peu cache-misère. On avait caché toute la misère de cette cathédrale. Et en fait, ce qui a fait que Notre-Dame de Paris est redevenu un symbole important, c'est le roman de Victor Hugo. Et en fait, l'histoire a été une succession de phases où la cathédrale a repris de l'importance auprès de la France et du monde entier. Et ce fait-là de Victor Hugo, on peut aussi le répercuter sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il faut savoir qu'avant l'incendie de Notre-Dame de Paris... Le spectacle, il va jusqu'à l'incendie, en fait. Il va jusqu'à la reconstruction après. Donc c'est même ça va en fait. Un peu plus loin, ça, parce que Notre-Dame ne s'est pas effondrée. Mais sur cet incendie, il faut bien savoir que Notre-Dame de Paris, avant qu'elle brûle, essayait de chercher des financements pour refaire le système électrique et ne les trouvait pas. Et retombait un peu dans ce côté un peu où il y avait un déni de Notre-Dame de Paris, qu'on s'en occupait plus beaucoup. Et en fait, l'incendie a aussi montré cet attachement mondial à Notre-Dame de Paris, les dont la solidarité qui est née de ça, a montré un attachement énorme à Notre-Dame de Paris. Et en fait, c'est une succession au fil des siècles de faits qui font renaître Notre-Dame de Paris comme un symbole emblématique d'abord de la France, mais ensuite du monde entier. Vladimir Mohuron, qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme anecdote sur ce projet ? Parce que j'imagine qu'un tel spectacle avec autant de comédiens et de techniciens, de maquilleurs, même de cuisiniers, parce qu'il faut bien nourrir tout ce beau monde, est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager ? Alors oui, une anecdote marquante, ça serait le moment où on a fait nos premières répétitions à Poitiers l'été dernier. Il faut savoir que l'été dernier, on avait du coup le scénario, on avait une idée de projet, on avait une salle, mais à ce moment-là, on était une association encore qui avait fait pas mal de spectacles, mais qui n'avait pas encore lancé la production de la Dame de Pierre. Et on a commencé cette semaine-là, il fallait mobiliser 200 jeunes. Et à Poitiers, on en avait déjà mobilisé 110. Et c'est 110 jeunes, presque la moitié, quoi. C'est ça, presque la moitié, et 110 jeunes qui sont venus une semaine en août, intrigués, et qui sont toujours là, toujours jusqu'à la fin. Et en fait, c'était beau de se dire qu'il y a eu un élan d'envie de monter ce spectacle. Et c'est un de mes plus beaux moments parce qu'on aurait pu se dire que, comme partout,
il y a beaucoup de moments où on monte des projets, on monte des spectacles, on monte des choses, on monte des entreprises, et que ça reste une idée qui reste au placard, et on se dit non, mais on n'osera jamais, personne n'ira jamais. Et en fait, le fait de voir ces 110 personnes qui sont venues cette semaine-là nous a conforté dans l'idée qu'on allait le faire, on allait y arriver, on allait lancer ce spectacle. Et c'est un moment où on a vraiment eu un déclic d'y aller, quoi, et de foncer jusqu'au Palais des Congrès pour offrir ce spectacle. Alors, la mise en scène, elle est de Corentin Stemler. C'est ça, tout à fait. Comment il vous a embarqué, lui, dans ce projet? Alors lui... Parce que je crois que c'est lui qui est à l'origine. C'est ça, c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui est président de l'association, c'est lui qui est directeur artistique, qui a écrit et mis en scène le spectacle. Et en fait, il m'a recruté d'une manière très simple, c'est qu'il y a 3 ans, il faisait une soirée de présentation pour un autre spectacle, où j'avais rejoint en tant que comédien. Et en fait, pour être honnête avec vous, au début, je voulais pas venir, parce que ça m'intéressait pas tellement. J'avais un avis un peu défavorable du milieu du spectacle, parce que je le connaissais pas. Et en fait, il m'a un peu forcé. Avec un ami à venir, et en fait je suis venu et je suis jamais reparti depuis. J'ai vraiment découvert, j'ai vraiment découvert la beauté de ce monde qu'est le spectacle. Il y a énormément de bénévoles dans la troupe. Oui, c'est ça. Je crois que c'est principalement que des bénévoles, en tout cas dans les comédiens. Il y a peut-être quelques professionnels, mais qu'est-ce qui les motive à rejoindre ce projet-là? Si vous devez faire un sondage, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors en fait, dans les bénévoles, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi des professionnels dans ce métier. Par exemple, on a des comédiens qui sont aussi comédiens, qui sortent des cours Florent, on a des personnes qui sortent de comédie musicale, et puis on a aussi des personnes qui découvrent. Et en fait, je pense que ce qui fait que les gens viennent dans ce spectacle, c'est que on donne sa chance à tout le monde. Et que être comédien sur scène au Palais des Congrès, être responsable logistique au Palais des Congrès, c'est des choses qui, peut-être, ils le vivront qu'une seule fois dans leur vie. Et en fait, le fait qu'on donne sa chance à tout le monde, parce que c'est notre politique, c'est notre stratégie, c'est que les personnes peuvent être excellentes, même en débutant. Chacun à sa juste place, chacun a ses compétences dans son niveau, et que donner cette chance-là à chacun de pouvoir vivre ça, et de le faire en plus pour Notre-Dame de Paris, parce que Notre-Dame de Paris fédère. Notre-Dame de Paris est un monument aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'ils adorent Notre-Dame de Paris, parce qu'ils l'aiment, que ce soit pour des raisons spirituelles, pour des raisons patrimoniales, c'est pas un spectacle, culturelles. Il faut le rappeler, c'est pas que pour les catholiques. Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense que dans la troupe, tout le monde n'est pas forcément catholique. Non, on n'a pas une... C'est pas fermé comme... C'est ça, c'est pas fermé. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame de Paris, elle accueillait quand même 12 millions de touristes avant l'incendie. Et que c'était le monument le plus visité d'Europe et sûrement le monument le plus visité du monde. Ça prouve bien qu'il y a un attachement bien plus large que la foi, parce que Notre-Dame de Paris a réuni autant des événements spirituels dans son histoire, mais aussi historiques, patrimoniaux, et en fait l'attachement est bien plus loin que l'aspect religieux. Alors forcément on en parle parce que c'est une cathédrale, donc elle a servi de monument religieux, mais l'attachement à Notre-Dame de Paris est bien plus large que cette dimension simplement spirituelle. J'ai une question à vous poser quand même, parce que Maurice de Sully, personne ne croyait à son projet. Je crois que même Viollet-le-Duc, encore moins. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu mégalo pour se lancer dans un projet sur Notre-Dame de Paris? Je pense que c'est pas une question de mégalo, c'est juste que c'est un monument de l'histoire, et que pour entamer quelque chose sur ce monument, il faut se mettre à la hauteur de ce monument. Et ça nécessite toujours des moyens démentiels, importants. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est tellement important, tellement ancré, je sais pas comment l'expliquer plus loin, mais c'est tellement fort dans le cœur des gens que soit on le fait vraiment, soit on le fait pas. Le samedi 10 juin dernier, vous avez fait un petit showcase, on dit, je ne sais pas quel est le mot que vous employez, c'est ça, oui, sur le parvis de Notre-Dame. Qu'est-ce que ça vous a fait comme première rencontre avec le public? Je pense que vous en avez besoin un peu, non? Alors en fait... comédiens, musiciens. Déjà, c'était un peu quelque chose qui a été perçu de manière très belle par les comédiens et par l'orchestre, parce que il faut savoir que c'est une énorme chance de pouvoir jouer en ayant comme fond Notre-Dame de Paris. C'est un cadre incroyable. En plus, quand on fait un spectacle sur Notre-Dame de Paris, c'est impressionnant. Et les retours du public étaient très bons. Alors forcément, il y avait une petite partie de touristes qui venaient, mais qui sont restés, qui ont assisté à tous les textes, qui ont assisté à tous les morceaux d'orchestre, qui ont beaucoup aimé. On a beaucoup échangé après avec les gens, qui soient parisiens, qui soient de l'étranger. Parce que la dimension qu'on voulait montrer à cet événement, c'est que Notre-Dame de Paris peut toucher les Français, mais aussi l'international, peut toucher tout le monde, touche tout le monde. Et ça l'a bien prouvé cet événement, c'est qu'il y avait un peu plus de 1000 personnes, et que, en fait,
tout le monde était là pour une raison différente. Et on peut préciser qu'on peut s'inscrire peut réserver déjà ses places sur le site de la Dame de Pierre, puisque la radio est partenaire. On passe à la dernière partie, Vladimir Mouilleron, qui s'appelle la photoscopie. Le principe est simple, je vous montre une photo et vous me dites ce que vous en pensez. C'est parti. Okay. La première image, la voici. Alors là, je me souviens très bien de cette image-là parce que j'ai pas eu la chance de le voir en direct. J'habitais loin de Paris et j'avais pas les actus à ce moment-là, j'avais pas mon téléphone. Ma mère m'a appelé pour me dire Notre-Dame a brûlé et je lui ai dit oui. Je n'étais pas spécialement. Enfin, je pensais ça tellement impensable que j'ai pas du tout imaginé que Notre-Dame pourrait brûler. Et en fait, j'ai vu l'extrait vidéo exactement au moment où la flèche est tombée et ça m'a fait un choc parce que j'ai toujours été très attaché à Notre-Dame de Paris alors que je ne suis jamais rentré dedans. Vous n'êtes jamais rentré dedans ? Jamais. C'est juste l'extérieur de ces deux tours qui me fascinait et à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible, il faut. On peut pas laisser partir un joyau aussi beau que Notre-Dame de Paris et après très personnellement je me suis dit c'est quand même dommage, j'aurais jamais vu l'intérieur et le fait qu'elle soit sauvée j'attends avec grande hâte la réouverture en 2024. Est-ce que Corentin Stemler aurait fait le spectacle s'il n'avait pas eu l'incendie ? Il avait eu une première idée de spectacle sur Notre-Dame de Paris en 2015, donc avant l'incendie, mais je pense que l'incendie a aussi précipité le fait qu'il puisse se dire il faut y aller en fait c'est pas tellement le fait de se dire les gens s'y intéressent, on y va, c'est le fait de se dire ah oui, Notre-Dame de Paris a vraiment frappé le monde entier, intéresse vraiment le monde entier. Donc c'est qu'il y a vraiment un spectacle incroyable à faire soif, parce que les gens sont attachés à ce monument. Mais ils sont attachés, mais est-ce qu'ils connaissent toute son histoire ? Est-ce qu'ils savent ce que Notre-Dame a fait au fil des siècles ? C'est plutôt ça qu'on veut raconter dans le spectacle. Deuxième photo. Vu que j'ai jamais vu Notre-Dame de l'intérieur, moi la vision que j'en avais des gargouilles, c'est le strige, c'est ça. Chimère un peu. Ouais. Est-ce que parfois il peut y avoir un peu dans votre spectacle une forme de découragement peut-être ? Non, c'est pas une histoire de découragement parce que certes le chemin est long, le chemin est complexe comme toujours, c'est toujours un peu compliqué, un peu plus compliqué, mais on tient bon et qu'en fait moi ce que je revois plus sur cette image-là c'est la beauté architecturale de cette chose-là. Je m'imagine la personne qui a fait ça à son époque-là en se disant je vais poser ça là et ça a une symbolique et ça a une importance et c'est plutôt ce côté patrimonial qui me touche plus que la symbolique qu'il a voulu mettre derrière, quoi. Troisième photo. Alors si je me trompe pas, c'est Victor Hugo. C'est bien lui. C'est ça, tout à fait. Victor Hugo, forcément, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Pour moi, ça a été l'électrochoc pour Notre-Dame de Paris. Il a fait énormément pour Notre-Dame de Paris et je pense qu'on doit lui être redevable pour ce qu'il a fait pour Notre-Dame. Ça révèle quand même quelque chose, c'est que à son époque, la puissance d'un ouvrage bien écrit était quelque chose de très puissant, et le fait qu'il l'ait fait pour Notre-Dame de Paris pour des bonnes raisons, pour sa restauration et pour qu'on essaye de l'entretenir, je trouve que c'est vraiment très très inspirant. Et justement, comment expliquez-vous que Notre-Dame est autant inspiré, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Netflix, que ce soit Disney, que ce soit une comédie musicale, que ce soit votre spectacle? Pourquoi les artistes ne sont pas dit Saint-Pierre de Rome c'est super? Quel est son secret finalement? Le secret de son attrait? Je pense que si on pouvait l'expliquer parfaitement, ce serait pas pareil. Je pense qu'il y a une part aussi de différent dans Notre-Dame de Paris parce qu'elle a accueilli des événements que personne n'a accueillis. Ouais. Quand Saint-Louis est revenu avec la couronne d'épines, il a fait le plus gros achat de la France. Il a endetté la France pendant 35 ans et il a rapporté la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris de manière triomphale. Quand Napoléon a été sacré, c'était triomphal. Il y a eu plein d'histoires de Notre-Dame. Il y a eu plein de choses à Notre-Dame de Paris et qui a fait qu'en fait c'est un monument bien plus qu'un amassement de pierres. C'est un monument qui a toujours fédéré. Notre-Dame de Paris, au fil des siècles, a toujours fédéré autour d'elle, quelle que soit l'époque. Quatrième photo. Alors cette photo, je précisais, une fois n'est pas coutume, elle est de moi-même. Okay. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh ben, les chantiers de restauration.
Les chantiers de restauration, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, l'élan qui s'est tenu après l'incendie de Notre-Dame de Paris, où il y a beaucoup de personnes qui se sont motivées, qui se sont engagées pour restaurer Notre-Dame de Paris par leurs dons. Et ensuite les entreprises qui l'ont faite, et le fait qu'elle soit reconstruite à l'identique, moi je trouve ça merveilleux. Et puis en fait ils font bien plus que la reconstruire à l'identique, c'est qu'ils la lavent, ils enlèvent toutes les traces noires qu'il y avait sur les murs, ils refont les statues, ils retrouvent les peintures d'origine, ce qui fait qu'on va avoir une cathédrale absolument magnifique. Et ça franchement je trouve que c'est vraiment génial, et en même temps ça fait travailler des corps de métier, soit qui n'existaient plus, soit qui étaient peu utilisés. Et je trouve ça génial, cet élan de pouvoir faire travailler tous les corps de métier autour de Notre-Dame de Paris pour tous les différents secteurs tels qu'ils soient. Est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'avec votre spectacle, vous contribuez à restaurer Notre-Dame de Paris, peut-être pas dans les pierres, mais dans les cœurs? Dans les cœurs, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait beaucoup que ce spectacle, c'est la dynamique qu'on lui donne, c'est la dynamique qu'on veut, c'est que elle est en train d'être rebâtie par ces pierres. Nous, justement, oui, c'est ça, on veut le rebâtir dans son âme en racontant le plus largement possible son histoire et tout ce qui a fait qu'il y a eu un tel élan de solidarité pour Notre-Dame. Dernière photo. Alors oui, je pense que ça vous inspire. Ça c'est, faut pas que je me trompe de nom, Henri d'Anselme, ouais. C'est ça. Et ben moi je retiens une chose de Henri d'Anselme parce qu'il a pour moi agi de manière vraiment héroïque. Sur ce moment-là, j'ai vu les vidéos, j'ai trouvé ça vraiment héroïque et j'espère que j'aurais réussi à réagir comme lui à sa place. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que la seule chose qu'il ait demandé, c'est d'être là à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ouais. Et j'ai trouvé ça beau. Et d'ailleurs, ça lui a été accordé, je crois. Ça lui a été accordé. Ouais. Et je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Et j'espère beaucoup qu'à sa place, j'aurais pu avoir le même cran. Il avait dit dans une interview après le drame d'Annecy, le patrimoine religieux, architectural, artistique peut montrer ce qu'ont fait nos ancêtres. Et ça peut nous nourrir et être signe d'unité et de grandeur pour notre pays. Partager son point de vue? Oui. Ouais, je partage. C'est vrai il faut une communion entre ce qui a été fait, ce qu'on va faire, et que si on transmet, c'est aussi nous pour transmettre derrière ce qu'on a reçu et faire perdurer ce qu'ont passé des siècles et des siècles à construire nos ancêtres. Vladimir Mouilleron, dernière séquence. Vous avez 30 secondes pour vous adresser à nos followers, à nos communautés, pour leur dire pourquoi il faut qu'ils viennent voir votre spectacle. Alors, moi, je vous conseillerais de venir voir la Dame de Pierre pour une raison, c'est que on s'est mobilisé à 200 jeunes. On a construit un spectacle. On est venu un petit peu de nulle part. On a décidé de rendre un hommage à Notre-Dame de Paris et à le faire en se mettant à la hauteur du sujet dont on parlait. On a mis les moyens humains pour. On a décidé de faire un spectacle avec 90 comédiens, 490 costumes, 1000 ans d'histoire qu'on raconte. On a mis des décors immenses. Moi, ce que je peux vous conseiller pour la Dame de Pierre, c'est de venir voir, et je vous assure que vous ne serez pas déçus du spectacle, parce que on a essayé avec toute la passion de 200 jeunes artistes de faire renaître le plus précisément possible Notre-Dame de Paris dans le cœur de tous les Français. Voilà, il est venu le temps des cathédrales. Merci beaucoup Vladimir. On viendra donc au Palais des Congrès du 30 juin au 2 juillet pour vous applaudir. Et d'ici là, bonne dernière répétition. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à Emilio et à Luna qui ont aidé à préparer cette émission. Et à très bientôt dans le canapé de la rédac. Merci beaucoup.